Ce n'est pas un hasard si, à la fin de la journée, le poids sur la poitrine est plus réel que n'importe quel problème que tu as réellement affronté. L'esprit a un talent pervers. Il fabrique des menaces, exagère des scénarios et te convainc que tu ne survis que si tu contrôles tout, si tu anticipes chaque désastre, si tu corriges chaque erreur avant même qu'elle n'existe. Vivre ainsi n'est pas vivre. C'est être kidnappé par tes propres mécanismes mentaux. Parfois, l'anxiété fonctionne comme un gardien obsessionnel, exigeant toujours plus de vigilance, plus de perfection, plus de force. Mais la vérité est celle-ci. La plupart des peurs ne se concrétisent jamais. Le coût psychologique d'essayer de tout maîtriser est trop élevé. Tu n'as pas à obéir à chaque pensée qui traverse ton esprit, ni à te punir de ne pas être invulnérable. Le stoïcisme le dit clairement. Tu n'es pas responsable de ce que tu ne peux pas contrôler, mais tu es responsable de la façon dont tu réagis. Le calme n'est pas une faiblesse, c'est une discipline. La confiance n'est pas de l'arrogance, c'est un entraînement quotidien. Il y a une différence brutale entre vivre en alerte et vivre épuisé, entre se demander avec intégrité et se saigner à blanc pour la perfection. Si tu continues à négocier avec l'anxiété, tu resteras en dette envers toi-même. Aujourd'hui, tu vas apprendre que la sérénité ne se négocie pas avec la peur. Elle se construit avec du courage. Commence ici. Questionne, agis, accepte et parle-toi avec la rigueur juste et la compassion dont tu as besoin pour avancer. Tu n'es pas venu au monde pour survivre mentalement épuisé. 1. Doute de tes pensées automatiques. Je vais le dire sans détour. La plupart du temps, mes pensées automatiques ont été des déchets déguisés en vérité. Oui, c'est aussi simple que ça. Je me suis laissé emporter par ce flux mental qui ne demande pas la permission, qui arrive chargé de jugements, de soupçons, d'histoires inventées et de prophéties auto-réalisatrices qui n'existent que dans ma tête. Et le pire, c'est que j'ai été assez lâche pour les croire, comme si c'était des ordres à obéir sans broncher. Sais-tu combien de fois j'ai accepté sans remettre en question le premier élan négatif, l'interprétation pessimiste, le « ça va sûrement mal se passer » qui s'installe comme un parasite? Plus de fois que je ne voudrais l'admettre. Cette passivité mentale est une renonciation. C'est laisser l'esprit agir comme un tyran invisible, décidant pour toi ce que tu dois craindre, ce qui doit te préoccuper, à quoi tu dois renoncer avant même d'essayer. Tu dois comprendre quelque chose. Les pensées automatiques ne sont pas des oracles. Ce sont des reflets d'habitudes mentales acquises, de vieux peurs, d'insécurité que tu traînes depuis des années. Elle ne te donne pas la vérité, elle te montre les fractures de ton caractère, les distorsions de tes filtres internes. Chaque fois que tu acceptes ces idées sans les remettre en question, tu te fais plus petit. C'est comme accumuler de petites dettes qui se transforment ensuite en anxiété, en fatigue, en cette sensation d'être toujours au bord de l'effondrement. Tu n'es pas ta pensée la plus urgente, ni ta supposition la plus catastrophique. Si tu ne te tiens pas fermement et ne remets pas en question chaque message qui surgit automatiquement, tu resteras esclave d'une narration que tu n'as même pas construite consciemment. Les gens disent souvent qu'il faut écouter la voix intérieure, mais personne ne t'avertit que cette voix est souvent un enregistrement défectueux. Pourquoi te crois-tu en droit d'être ton pire ennemi ? Depuis quand as-tu permis à tes pensées les plus confortables, qui sont presque toujours les plus destructrices, de dicter le rythme de ta journée? Il est facile de se réfugier derrière l'excuse de « c'est comme ça que je suis » ou « c'est comme ça que je pense », car cela n'exige ni effort ni responsabilité. Mais être adulte, être responsable de ta vie, implique de se méfier de ton esprit en mode automatique. Cela implique de faire face à ce premier jugement et de le démonter pièce par pièce, même si cela dérange, même si cela fait mal de reconnaître l'absurdité de certaines idées que tu répètes depuis des années. Ne te méprends pas. Douter de tes pensées n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est la décision de ne pas avaler n'importe quelle ordure mentale juste parce qu'elles viennent t'envelopper dans la voie de ta conscience. Le véritable entraînement mental n'est pas de mémoriser des phrases positives,
mais de détecter quand ton esprit te manipule, quand la peur se déguise en prudence ou le pessimisme en réalisme. La prochaine fois que surgit cette pensée automatique, cela va mal se passer, je ne suis pas assez, tout est hors de contrôle, arrête-toi. Demande-toi d'où cela vient, à qui cela sert, quelle dette émotionnelle cela te réclame. Ne crois pas à des histoires bon marché qui ne font que perpétuer ton anxiété. Répète cela jusqu'à ce que tu y crois. Tes pensées ne sont pas des faits. La différence entre confiance et anxiété commence par ce que tu choisis de croire de ton propre esprit. Si tu ne remets pas en question, tu deviens complice de tes propres saboteurs internes. Il n'y a pas de croissance sans cette confrontation quotidienne. Ne cherche pas de raccourcis émotionnels et ne te cache pas dans le confort de « c'est comme ça que fonctionne mon esprit ». L'esprit s'entraîne, se discipline, se soumet à un examen critique. Tout ce que tu penses ne mérite pas ton respect ni ton obéissance. Arrête de justifier l'auto-limitation. Si tu doutes de ce que le monde te dit, apprends aussi à douter de ce que tu te dis à toi-même. Maîtriser ta vie commence par te méfier de ta pensée automatique. Ce que tu ne remets pas en question te contrôle. 2. Séparer le réel de l'imaginé. Une pensée n'est pas différente d'une marque invisible laissée par des mains étrangères pendant que vous dormez. Au réveil, vous ressentez le poids sur votre corps, mais vous ne vous souvenez pas d'avoir consenti. C'est ce qui se passe lorsque vous ne séparez pas ce qui se passe de ce que vous imaginez. Le mécanisme interne est traître. Votre esprit, avec la précision d'un horloger, assemble des pièces qui n'ont jamais existé, mélange des faits avec des suppositions et vous livre une version altérée de la réalité, une sorte de dette émotionnelle que vous payez sans savoir pourquoi. J'ai appris à distinguer ce moment exact où un soupçon commence à se vêtir de certitude, et comment, si je ne l'arrête pas, il se transforme en anxiété. Le danger réel n'est jamais aussi grand que la catastrophe que ma tête fabrique en 5 minutes de préoccupation. La différence entre ce qui est et ce que vous craignez qu'il soit peut sembler un détail, mais en pratique, c'est un abîme. L'un vous oblige à agir et l'autre vous paralyse. Il y a une habitude inutile que nous répétons, anticiper des malheurs, enchaîner des hypothèses, donner vie à des scénarios qui n'existent que dans notre imagination. Cette habitude est addictive. Elle vous fait sentir que vous avez le contrôle à l'avance, mais ce que vous contrôlez, c'est l'usure de votre énergie et l'érosion de votre confiance. Lorsque vous ne séparez pas le réel de l'imaginé, vous devenez l'otage de vos propres projections. J'ai remarqué que lorsque je me permets d'entrer dans ce cycle, lorsque j'accepte sans filtre ce que l'esprit me propose, mon corps réagit avec tension, mon humeur s'éteint et ma capacité à prendre des décisions est réduite de moitié. C'est comme si chaque pensée inventée avait un coût physique réel. La peur anticipée, même si elle est mensongère, épuise autant que la peur véritable. L'esprit ne distingue pas entre ce qui se passe et ce qu'il invente, mais vous avez l'obligation de le faire. Ce qui est le plus difficile à admettre, c'est que beaucoup de la souffrance que je porte ne vient pas des faits, mais de la façon dont je les interprète. Il y a des jours où je me surprends à répéter de vieilles histoires, à attribuer des intentions aux autres, à lire des signaux, là où il n'y a que du silence. C'est vivre dans la fiction, et le prix est élevé. Anxiété, insomnie, apathie. Combien de fois avez-vous renoncé à quelque chose à cause d'une peur qui n'existait que dans votre tête? Séparer le réel de l'imaginé est un exercice d'honnêteté brutale. Vous devez vous demander, que se passe-t-il vraiment? Quelles preuves ai-je? Quelle partie de cela est une hypothèse déguisée en certitude? Si la réponse est que vous ne le savez pas, alors ne le transformez pas en loi. Une phrase que je ne me lasse pas de répéter: tout ce que vous pensez ne mérite pas votre obéissance. L'entraînement est quotidien. Il nécessite de la volonté pour s'arrêter avant de réagir, de la discipline pour ne pas alimenter les histoires que votre esprit invente, de l'humilité pour accepter que vous ne savez pas tout. Il ne s'agit pas de nier l'incertitude, mais de vivre avec elle sans la remplir de monstres imaginaires. Lorsque vous parvenez à séparer ce qui se passe réellement de ce que votre esprit craint,
vous retrouvez de l'air, de la clarté, de l'espace intérieur. C'est là que vous pouvez décider calmement, où l'anxiété perd de son pouvoir. Le calme n'est pas ignorer le danger, c'est reconnaître quelle partie de ce danger est réelle et quelle partie n'est qu'une ombre projetée par votre fatigue ou votre insécurité. Ne laissez pas votre esprit vous enfermer dans une cellule d'invention. Le réel est suffisant. L'imaginer, la plupart du temps, n'est qu'un fardeau inutile. La sérénité naît lorsque vous devenez expert dans cette distinction. Votre paix commence parce que vous décidez de ne pas croire. 3. Choisis d'agir, pas de contrôler. Contrôler tout est une illusion dangereuse. Tu peux seulement choisir d'agir ou de rester immobile. Si tu analyses la racine de l'anxiété, elle se nourrit presque toujours de la tentative constante de manipuler des variables hors de ton contrôle. Le contrôle absolu est une fantaisie qui consomme énergie, temps et confiance en soi. Vouloir anticiper chaque mouvement, forcer les résultats ou garantir que rien ne se passe mal est la recette la plus directe pour la frustration. Le mécanisme est simple, ton esprit identifie une menace, réelle ou inventée, et active l'impulsion d'intervenir dans tout, croyant ainsi éviter l'erreur, la douleur ou la perte. Mais cette logique te enferme dans une cage d'attente impossible, où chaque échec, chaque surprise, chaque changement inattendu est vécu comme une défaite personnelle. C'est épuisant, cela épuise la volonté et transforme la vie en une séquence de déceptions sans fin. Ce qui dépend vraiment de toi, c'est l'action, pas le dénouement. Tu peux préparer, décider, t'adapter, mais tu ne peux jamais garantir le résultat final. La différence est abyssale. Celui qui s'obsède avec le contrôle vit accroché à chaque détail, piégé dans un cycle de révision et de correction permanente, incapable de profiter du processus car il hypothèque toute sa paix au résultat. En revanche, celui qui choisit d'agir sans s'accrocher à la nécessité de tout contrôler apprend à tolérer l'incertitude et à retrouver le contrôle réel, celui de son intention, de son effort et de sa réponse face à l'inattendu. Agir ne signifie pas se résigner ni être passif. Cela signifie assumer la responsabilité de ta part et lâcher ce qui n'a jamais été entre tes mains. La vie ne te demande pas la perfection, elle te demande de la constance. De petites actions honnêtes, répétées chaque jour, ont plus de pouvoir que 1000 tentatives désespérées d'assurer l'inassurable. Le désir de contrôle naît de la peur. Peur de perdre, de se tromper, de se montrer vulnérable. Mais contrôler est l'opposé de faire confiance. Il n'y a pas de confiance en soi si toute la valeur intérieure dépend de ce que les choses se déroulent selon ton scénario mental. Le contrôle est une armure qui ne te protège pas, elle t'isole seulement. Elle te éloigne de l'expérience réelle et des autres, car elle te fait voir des menaces là où il y a des opportunités d'apprendre. Chaque fois que tu choisis de contrôler, tu rejettes le flux naturel de la vie et tu te positionnes en guerre avec la réalité. Mais quand tu choisis d'agir, même avec incertitude, tu renonces à cette guerre inutile et tu t'ouvres à l'apprentissage qui vient avec chaque essai. C'est ici que la philosophie stoïque devient pratique. Il ne s'agit pas de se résigner ni d'accepter n'importe quoi, mais de distinguer avec une brutalité honnête entre ce que tu peux modifier et ce que tu ne peux que traverser. Agir, c'est investir ton énergie dans ce qui compte vraiment, ce qui dépend de ta volonté et de ton caractère. Contrôler, c'est dilapider cette énergie dans des scénarios fictifs qui n'augmentent que ta fatigue et ta frustration. Il ne s'agit pas d'ignorer tes responsabilités ni de laisser tout au hasard. Il s'agit d'accepter que l'incertitude fait partie du marché et que la seule façon de la traverser avec dignité est de décider comment tu vas répondre, pas comment tu vas prédire l'avenir. Celui qui s'entraîne dans cette distinction gagne la liberté intérieure. Tu cesses d'être l'otage de l'anxiété et tu commences à percevoir la vie comme un plateau où tu ne choisis pas les pièces, mais où tu choisis chaque mouvement. Ce que tu as de plus précieux, c'est ta capacité à agir, pas à contrôler. Renoncer au contrôle est un acte de courage.
Cela te permet de te concentrer sur tes décisions et d'accepter les conséquences, quelles qu'elles soient. Choisis d'agir, même quand il n'y a pas de garantie. Choisis d'investir dans ce que tu peux vraiment transformer. La sérénité naît lorsque tu acceptes que tu ne peux pas contrôler la vie, mais que tu peux contrôler ta réponse. La liberté commence lorsque tu comprends que ton pouvoir s'arrête là où commence la réalité des autres. Décide où tu mets ton énergie. Il n'y a pas de plus grande force que celle de celui qui agit avec confiance en soi et lâche le besoin de tout dominer. 4. Fais de la tranquillité une pratique quotidienne. La tranquillité n'est pas un privilège réservé à ceux qui sont nés sous une bonne étoile. C'est une discipline que tu arraches de force lorsque la réalité te pousse à la limite. Si tu attends que le monde s'arrête pour pouvoir respirer, tu vas te retrouver à court d'air. Regarde-toi quand la journée se complique. Tu serres les mâchoires, tes épaules se relèvent, ta poitrine se ferme comme si tu te préparais à l'impact. Ce n'est pas un hasard, ton corps enregistre chaque sursaut, chaque micro-préoccupation, comme s'ils étaient des ordres d'urgence. Tu ressens la pression sur le front, ton sourcil se fronce, ton dos te fait mal, même si tu n'as rien soulevé de lourd. Cette tension est le prix physique de vivre en état d'alerte, de laisser l'inconfort gouverner chaque réaction. La tranquillité ne vient pas d'elle-même. Il faut l'arracher des griffes de l'anxiété. Il faut la construire chaque jour, même si cela coûte et même si l'environnement n'aide pas. Pense-y. La plupart des gens ne s'entraînent jamais à être sereins. Ils survivent simplement en attendant que le stress passe. Mais le stress ne passe jamais tout seul. Il se recycle. Il change de nom, change de visage, mais trouve toujours le moyen de s'immiscer dans tes routines, dans tes gestes, dans tes nuits d'insomnie. Ce que tu ne contrôles pas à l'extérieur, tu essaies de le contrôler à l'intérieur, et cet effort finit par épuiser ce qu'il te reste d'énergie. C'est pourquoi j'insiste, la tranquillité est une pratique, pas un accident. Elle se cultive par des actions minimales, mais constantes. Il ne s'agit pas de devenir une statue en feignant l'indifférence. Il s'agit de t'observer avec une brutalité honnête. Remarquer quand ta respiration s'accélère, quand ta voix tremble, quand tes mots deviennent tranchants à cause de la tension accumulée. Ce n'est qu'ainsi que tu peux intervenir. La tranquillité commence par les détails les plus simples. Relâcher les mains, expirer lentement, sentir le poids des pieds sur le sol. Personne ne te l'offrira. Tu dois le travailler comme on polit une pierre chaque jour. Prends la responsabilité de cette énergie que tu gaspilles en réagissant impulsivement. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, mais d'apprendre à le diriger. Quand tu t'entraînes à remarquer tes propres gestes, à identifier le moment exact où l'anxiété veut prendre le contrôle, tu récupères une portion de liberté. C'est ce que personne ne t'enseigne, que la tranquillité s'entraîne comme un muscle. Si tu ne la cherches que lorsque tu es déjà au bord de l'effondrement, tu arriveras toujours trop tard. Il faut la pratiquer quand la journée est encore calme, pour qu'elle ne te fasse pas défaut quand tu en as le plus besoin. La sérénité n'est ni une faiblesse, ni une résignation. C'est la capacité de regarder le chaos en face et de décider de ne pas te laisser emporter. Ne crois pas que rester calme signifie être passif. C'est le contraire. C'est avoir la force d'attendre, de choisir ta réponse, de ne pas céder à la première provocation intérieure. Souviens-toi de ceci. L'anxiété ne se combat pas avec des théories, mais avec des actes concrets. Chaque fois que tu choisis de ralentir le rythme en parlant, chaque fois que tu te donnes la permission de fermer les yeux 2 minutes et de ressentir à nouveau ton corps, tu investis dans ta force intérieure. La tranquillité se construit dans ces petites décisions, répétées jusqu'à ce qu'elles deviennent une partie de toi. Ne cherche pas la perfection, cherche la constance. Si aujourd'hui tu n'as réussi qu'1 minute de véritable tranquillité, célèbre-la. C'est ainsi qu'on reprend du terrain sur le chaos. Ne te compare pas à ceux qui semblent avoir tout sous contrôle. Ces gens-là se brisent aussi de l'intérieur. La seule chose réelle est le travail quotidien que tu fais avec toi-même. La tranquillité n'est pas une promesse vide. C'est le résultat de choisir, encore et encore, de ne pas se perdre dans le drame mental de l'inquiétude.
La sérénité s'entraîne quand personne ne te regarde. Fais de la tranquillité ton refuge, pas ton dernier recours. Personne ne peut te voler la paix que tu cultives toi-même. 5. Sois patient avec ton propre processus. Tu te lèves tard, tu vérifies ton téléphone avant de sortir du lit et la première réaction est une gifle d'autocritique. Tu as déjà mal commencé ta journée. Tu prends une douche à la hâte, tu t'habilles sans envie, tu ressens la fatigue accumulée et tu la traduis en un discours intérieur de défaite. C'est pour ça que tu n'avances jamais. C'est pour ça que tu restes le même. La comparaison vénéneuse commence. Tu vois d'autres qui semblent avancer sans effort, ceux qui se lèvent tôt, ceux qui suivent des routines parfaites, et tu te flagelles de ne pas être à leur niveau. Tu n'as même pas encore pris ton petit déjeuner, et tu as déjà 5 jugements sur le dos. Qu'espères-tu accomplir en portant ce sac à dos de mépris de soi dès la première minute? Ce n'est pas de la discipline, c'est du sabotage. Ce n'est pas de l'exigence, c'est une condamnation absurde que tu acceptes comme si c'était une loi naturelle. Tu es ton propre bourreau, tu te condamnes pour ne pas être au sommet du processus alors que tu apprends à peine à marcher. Si tu te traitais avec la moitié de la compassion que tu montres à un inconnu, ta vie serait différente. Nous avons l'habitude toxique de vouloir des résultats immédiats et parfaits. Si tu ne remarques pas de changement en 3 jours, tu appelles ça un échec. Si tu répètes une erreur, tu juges que tu n'apprendras jamais. Tu t'étouffes avec l'urgence de te voir transformé, mais tu refuses de reconnaître que la véritable croissance est lente, inconfortable et souvent invisible. Personne ne veut entendre cela. La patience n'est pas un ornement, c'est une condition obligatoire pour tout changement réel. Mais tu te trompes. Tu te dis que, si tu étais vraiment fort, cela ne te coûterait pas tant. C'est le poison du perfectionnisme. Il exige l'impossible et ensuite te punit de ne pas y parvenir. Tu te compares à des versions idéalisées, ignorant ce que tu ne vois jamais. Le prix, la répétition, les mauvais jours. Tu te refuses le droit d'échouer, de te fatiguer, de reculer. Ainsi, tu n'avances pas. Tu t'épuises seulement. Le piège est d'exiger de la vitesse d'un processus interne qui n'a jamais été linéaire. Tu veux sauter des étapes, exiger de ton esprit et de ton corps qu'ils effacent des années d'habitude en 1 semaine. Mais la biologie ne fonctionne pas ainsi, ni le caractère ne se forge en un temps record. L'impatience est de l'arrogance déguisée, c'est croire que tu mérites des raccourcis juste parce que tu le désires ardemment. Mais la vie ne négocie pas avec tes caprices, elle te renvoie exactement le rythme dont tu as besoin pour apprendre vraiment. Chaque recul fait partie de l'entraînement. Chaque chute est un rappel que tu ne maîtrises pas encore la leçon. Celui qui ne tolère pas son propre rythme finit prisonnier de la frustration. Personne qui se déteste ne s'améliore. La clé est de cesser d'exiger des preuves immédiates de progrès et de commencer à respecter l'effort silencieux qui ne se voit pas à première vue. La plupart du temps, grandir signifie répéter la même chose jusqu'à ce qu'elle fasse enfin partie de toi. Tu n'as besoin de prouver rien à personne. Arrête d'agir comme si tu étais en dette envers le monde pour ne pas être encore parfait. La seule vraie dette est envers toi-même. Apprendre à prendre soin de toi sans concession, à soutenir le processus même si personne n'applaudit, même si personne ne comprend pourquoi tu continues à essayer. Personne ne va te donner la permission de te reposer, de te tromper, de recommencer. Cette permission, tu dois te l'arracher toi-même, même si cela t'est difficile à admettre. La patience n'est pas de la passivité. C'est un acte de rébellion consciente. Décider d'avancer à ton rythme, défendre ton processus contre la précipitation des autres, faire taire la voix intérieure qui exige des miracles chaque semaine. Je ne suis pas une machine n'est pas une excuse, c'est une vérité que tu dois te tatouer dans la conscience. Chaque jour où tu persistes, même sans éclat, même avec des doutes, compte plus que n'importe quel progrès spectaculaire et fugace. Le changement réel est brutalement lent, mais il reste. Ce qui est superficiel est rapide, mais s'évapore. Ne te laisse pas berner par le conte de la transformation instantanée.
La patience est le muscle le plus difficile à entraîner, mais c'est le seul qui garantit que tu iras loin. Patience radicale, telle est la consigne. Si tu n'apprends pas à respecter ton propre rythme, l'anxiété va te dévorer avant que tu ne vois le premier résultat. La force ne se mesure pas à la vitesse, mais à la constance avec laquelle tu te relèves chaque fois que tu tombes. Respecte ton processus, personne ne le fera à ta place. 6. Construire la confiance en respectant ses engagements envers soi-même. Je dois admettre quelque chose qui me dérange plus que je ne le voudrais. Pendant longtemps, j'ai été le premier à me trahir. Je ne parle pas de grandes décisions, mais des détails qui passent inaperçus. Me promettre qu'aujourd'hui, je vais prendre soin de mon corps et le remettre à demain. Planifier un moment de repos et céder à la culpabilité. Me dire que je vais affronter une peur et finir par me cacher derrière des excuses. Il est facile de se tromper en pensant que la confiance est quelque chose que l'on obtient soudainement, comme un cadeau qui arrive quand on en a le plus besoin. Mais la vérité est beaucoup plus dure. Le manque de confiance ne surgit pas de nulle part. C'est le résultat d'une accumulation silencieuse de petites trahisons personnelles, de promesses non tenues que personne ne voit mais qui pèsent autant qu'une condamnation. Le corps s'en souvient, l'esprit l'enregistre et chaque fois que tu échoues à te respecter, une fissure invisible s'ouvre, une fracture dans la perception que tu as de toi-même. Il n'y a pas de truc ni de phrase motivante qui puisse masquer cette usure interne. Peu importe combien tu feins la sécurité, si tu n'es pas capable de te respecter dans les choses les plus simples, ta parole perd de sa valeur à tes yeux. Cela génère une sorte de dette émotionnelle, un solde négatif qui se ressent dans la façon dont tu doutes avant de commencer quelque chose, dans la facilité avec laquelle tu abandonnes tes propres plans, ou dans cette voix intérieure qui répète sans pitié que tu ne vas pas maintenir le changement. La véritable confiance ne se construit pas avec des déclarations publiques ni avec l'approbation des autres. Elle commence dans l'intimité de tes propres décisions, dans la façon dont tu réagis quand personne ne te regarde. Personne ne respecte celui qui ne se respecte pas en privé. Le respect de soi n'est pas une émotion. C'est une habitude qui se cultive dans la solitude, lorsque tu décides si tu te respectes ou si tu te trahis, même dans les plus petites choses. L'esprit est expert pour inventer des excuses sophistiquées pour justifier la fuite. Je n'ai pas le temps. Aujourd'hui n'est pas le bon jour. Je le ferai plus tard. Mais chaque fois que tu cèdes, tu approfondis la fissure entre ce que tu veux être et ce que tu fais réellement. Ce n'est pas un hasard si l'anxiété et l'insécurité croissent dans cette distance. Le message est brutalement clair. Si tu ne te prends pas au sérieux, pourquoi le monde le ferait-il ? La confiance se forge en respectant les petites promesses, celles qui semblent insignifiantes mais qui, additionnées, définissent ton identité. Si tu te dis que tu vas te lever à une certaine heure, fais-le. Si tu décides de te donner une pause, respecte-le. Pas par discipline militaire, mais parce que chaque acte de cohérence restaure cette fracture interne et affaiblit le récit d'incapacité. Je sais qu'il est difficile de rompre le cycle de l'auto-tromperie. L'impulsion de procrastiner, de rechercher des résultats immédiats, d'éviter le moindre inconfort est forte. Mais la confiance ne s'achète pas et ne se hérite pas. Elle se gagne en respectant ses engagements envers soi-même quand c'est difficile, quand personne n'applaudit, quand la seule récompense est la certitude silencieuse que tu as été fidèle à ta parole aujourd'hui. N'attends pas de te sentir confiant avant de commencer. La confiance est la conséquence, pas la condition. Elle grandit dans le terrain inconfortable de la constance, dans l'accumulation de petits actes qui, en se répétant, reconfigurent l'image que tu as de toi. Te respecter est l'acte le plus radical d'autocompassion. Personne ne peut te donner ce pouvoir, seul toi peux le récupérer, une décision à la fois. Si tu cherches une phrase emblématique, que ce soit celle-ci, la confiance, c'est faire ce que tu t'es promis, même si personne ne le remarque. Ou celle-ci, de ce que tu respectes dépend ce que tu crois de toi. L'estime de soi n'est pas un état d'esprit, c'est un historique d'engagement tenu ou rompu.
Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit de commencer à croire en ta propre parole. C'est là que commence la véritable liberté. Quand tu sais que quoi qu'il arrive, tu peux compter sur toi. Ce n'est pas de la grandiloquence, ni de l'auto-assistance bon marché. C'est le fondement de toute transformation réelle. Te respecter, c'est te respecter. Tout le reste n'est que bruit. 7. Parle-toi avec respect et clarté. Te parler mal, c'est comme écrire des ordres confus dans un manuel que seul toi vas lire. Chaque phrase ambiguë, chaque insulte déguisée en autocritique devient une instruction défectueuse que ton esprit essaie d'exécuter à l'aveugle. Cette accumulation de messages contradictoires, d'exigences impossibles et de mépris subtils érode la clarté avec laquelle tu te comprends et la direction avec laquelle tu agis. L'esprit a besoin de cartes claires pour ne pas se perdre. Si le seul langage interne que tu maîtrises est l'accusation, le sarcasme ou la confusion, tu finis par naviguer en cercle, doutant de chaque décision et répétant des erreurs par pure désorientation. Le respect dans le dialogue interne n'est pas un acte d'auto-assistance superficielle, c'est la base pour penser avec précision et répondre solidement à toute situation. Si ta voix intérieure est un mélange d'ordre vague et de reproches, quel genre d'instruction donnes-tu à ta volonté? La cause de cette distorsion est évidente. Tu as appris à te parler comme on t'a parlé ou comme tu as vu d'autres se parler. Tu t'es habitué au langage de l'exigence sans nuance, de la comparaison constante, de la déqualification gratuite. Personne ne t'a appris que la clarté et le respect dans le dialogue interne sont des outils stratégiques, pas des ornements. Quand tu te parles avec des phrases vagues comme « tu ne sers à rien » ou « tu as encore fait une erreur », ton esprit se confronte à un nuage de culpabilité sans solution concrète. Cette imprécision ne fait que multiplier l'anxiété et te maintient attaché à un sentiment d'échec indéfini. Te parler avec respect n'est pas simplement éviter les insultes, c'est apprendre à identifier exactement ce qui s'est passé, ce que tu peux améliorer et comment tu vas essayer à nouveau sans te détruire dans le processus. La pensée claire commence par des mots clairs. Le respect de soi commence par des instructions explicites, pas par des punitions floues. La conséquence la plus directe d'un dialogue interne toxique est l'érosion de la confiance et la paralysie de l'action. Plus tu te parles comme un ennemi, plus il sera difficile de prendre des décisions, de maintenir la constance ou de demander de l'aide quand tu en as vraiment besoin. Le mépris intérieur génère une résistance passive. Tu commences à te saboter, à éviter l'effort, parce que tu anticipes la punition avant même d'essayer. En revanche, une voix intérieure respectueuse et directe est comme avoir un partenaire qui ne te ment pas. Elle te signale les erreurs, mais ne te les frotte pas au visage. Elle exige de toi, mais te montre le chemin pour y parvenir. La clarté dans le dialogue interne élimine la brume émotionnelle et te permet de concentrer ton énergie sur la résolution, pas sur l'autocompassion ou l'autopunition. Il est important de comprendre que le respect et la clarté dans le dialogue interne ne signifient pas adoucir la réalité, ni te protéger de tout inconfort. Au contraire, cela implique d'affronter les faits tels qu'ils sont, mais avec un langage qui te permet d'avancer. Te parler avec respect, c'est reconnaître tes limites sans les transformer en condamnation. C'est te donner la permission d'échouer, mais aussi t'exiger d'apprendre de chaque erreur. L'esprit s'entraîne avec la discipline de la précision. Une instruction claire, une évaluation juste, une autocritique qui ne humilie pas, sont les outils qui construisent une résilience réelle. Te parler avec respect, c'est investir dans ta force. Il n'y a pas de plus grand sabotage que le langage confus ou cruel dirigé vers soi-même. La décision stratégique est de revoir chaque phrase que tu te répètes quand quelque chose ne se passe pas comme tu l'espérais. Es-tu spécifique ou te lances-tu dans des généralisations qui te font sombrer? Cherches-tu des solutions ou te complais-tu simplement dans la punition? Le changement commence au moment exact où tu t'obliges à concrétiser le problème et le pas suivant, au lieu de rester piégé dans l'autodénigrement. L'esprit, tout comme le corps, répond à la qualité des instructions.
Si le message est clair et respectueux, il exécute avec plus d'efficacité. S'il est ambigu et hostile, il s'épuise et se replie. Ne te parle pas comme à un ennemi. La clarté et le respect dans ton langage interne sont les fondations de toute transformation. Le reste, un simple bruit qui t'empêche d'avancer. 8. Reconnaître et respecter tes limites physiques. Le corps est une limite, pas une suggestion. Il suffit de regarder les mains tremblantes à la fin d'une journée trop longue, la douleur sourde dans le dos après des heures à forcer la posture, le regard flou devant un écran qui ne distingue plus les mots. Voici l'avertissement. La chair parle avant que l'esprit n'accepte la défaite. On nous a éduqués à ignorer ces signaux, à répondre à chaque fatigue par une dose supplémentaire d'exigence, comme si la fatigue était un manquement moral et non un message biologique. Les cernes marquées, les épaules affaissées, le pas maladroit en se levant de la chaise. Tout cela sont des données concrètes que l'esprit veut transformer en obstacles mineurs, alors qu'en réalité, ce sont le point de rupture que tu ne peux pas te permettre de mépriser. Ignorer les limites physiques est une forme lente d'auto-traduction, une dette de respect que tu finis par payer sous forme de maladie, d'irritabilité ou de ce sentiment de vide, même après avoir accompli chaque tâche. Il y a des gestes minimaux qui en disent long. Le bâillement retenu, la respiration saccadée, l'estomac noué après une journée sans pause. Tu n'as pas besoin d'un diagnostic compliqué pour savoir quand tu es saturé, mais on t'a entraîné à douter de chaque alarme interne et à avancer même lorsque le corps proteste. Le résultat est prévisible. Tu deviens moins efficace, plus vulnérable, et ta capacité à prendre des décisions chute en flèche. Croire que le soin de soi est une faiblesse est un mensonge dangereux. Respecter tes limites physiques est un acte d'intelligence brutale. L'esprit anxieux veut te convaincre que tu peux en faire plus, que te reposer est une perte de temps, mais le prix de cette arrogance est l'épuisement, qui ne se récupère pas en une nuit. La fatigue accumulée se transforme en irritabilité, en oubli, en une chaîne de petites erreurs que tu te reproches ensuite avec fureur. Le corps n'oublie pas les fois où tu l'as forcé au-delà de ses limites, et la facture arrive, toujours. Observe les détails, la façon dont tu t'assois, le geste avec lequel tu te frottes le front, le rythme de ta respiration lorsque tu t'arrêtes un instant. Là se trouve la vérité physique que l'esprit rationalise et repousse. Reconnaître la fatigue n'est pas se résigner, c'est prévenir une fracture plus grande. Les limites ne sont pas des ennemis de la discipline, elles sont la condition pour que tu puisses soutenir tout processus à long terme. Le repos fait partie de l'entraînement. Cette phrase ne faillit jamais. Vouloir ignorer le corps, c'est saboter l'esprit. Car tu ne penses clairement que lorsque la machine physique est en état de répondre. Chaque fois que tu te refuses une pause, chaque fois que tu méprises la douleur ou l'épuisement, tu renforces l'idée que tu ne vaux que si tu te presses. Mais le véritable stoïcisme ne te demande pas de résister jusqu'à te briser. Il exige de l'honnêteté pour voir quand la persévérance devient cécité. Ne confonds pas résistance et stupidité. Le corps te marque le tempo, tout comme le métronome à un musicien. Si tu l'ignores, tu finis par désaccorder tout ce que tu fais. L'acte de s'arrêter, de respirer profondément, de s'étirer 5 minutes est une déclaration de respect de soi. C'est la ligne qui sépare l'effort intelligent du sacrifice inutile. Prendre soin du corps, c'est prendre soin de l'esprit. Il n'existe aucun accomplissement qui justifie ton épuisement permanent. Personne ne va te remettre une médaille pour être arrivé à l'effondrement. Et si tu le fais, le prix, c'est toi qui le paies, pas le monde. Prends la responsabilité de ton énergie physique comme tu le ferais avec l'argent que tu dépenses. Ce n'est pas infini. Et ce que tu gaspilles aujourd'hui, il te manquera demain. Entraîne-toi à écouter les signaux corporels avec le même sérieux que tu écouterais une alarme incendie. Te reposer, bien te nourrir, bouger, sont des actes de rébellion consciente dans une culture qui glorifie l'épuisement. La limite physique n'est pas une condamnation, c'est un rappel que tu es humain. La respecter est la base de toute confiance réelle.
Tout le reste est une fiction dangereuse. Le corps parle clairement. Ton devoir est d'écouter sans arrogance et d'agir avec la dignité de celui qui sait que la force ne réside pas dans l'ignorance de la limite, mais dans son honneur. Il y a quelque chose d'inconfortable à accepter que la plupart de ce que nous faisons est destiné à être vu, approuvé ou reconnu. Nous avons été entraînés à rechercher les applaudissements, à mesurer notre valeur à la réaction des autres, comme si l'estime de soi était un compte bancaire qui ne croît qu'avec des dépôts externes. Mais tout cet effort a un coût, l'anxiété de ne pas être à la hauteur, la fracture intérieure qui surgit lorsque nos actions ne naissent pas de conviction, mais du besoin d'appartenance. Le stoïcisme n'est pas une pose froide ou indifférente, c'est un ajustement brutal des priorités. C'est comprendre que le véritable pouvoir ne fait pas de bruit, ne demande pas la permission et ne vit pas des regards des autres. Il y a une autorité silencieuse chez celui qui maîtrise ses propres réactions, chez celui qui choisit le calme lorsque tout pousse à exploser. La plupart vivent piégés dans un mécanisme mental de réponse automatique, esclaves de l'impulsion, accros à la validation. Mais la cohérence entre ce que tu penses et ce que tu fais, cette discipline de rester ferme sans avoir à prouver, est magnétique dans un monde surstimulé. La présence authentique ne se construit pas en public, mais dans l'entraînement quotidien du caractère, dans le renoncement conscient à la superficialité. Tu n'as pas besoin d'impressionner pour avoir de la valeur. Le calme est une déclaration de force. Aujourd'hui, je vais te montrer 8 attitudes qui non seulement changent la façon dont tu te vois, mais surtout la façon dont les autres te perçoivent. Parce que la véritable attraction vient de l'intérieur et commence au moment où tu décides d'arrêter de demander la permission d'être toi-même. 1. Maîtrise tes impulsions, pas tes mots. Une impulsion incontrôlée est comme une dette que tu signes sans lire les petites lignes. L'émotion te procure une gratification instantanée, mais la facture ne tarde pas à arriver. Chaque fois que tu te laisses emporter par ce que tu ressens sur le moment, par l'urgence de répondre, par la tentation de te défendre ou de chercher l'approbation, tu hypothèques ton intégrité. Ce n'est pas toi qui décides, mais cette réaction automatique qui transforme tes mots en un produit de fabrication, identique à celui de millions d'autres qui ne s'arrêtent pas non plus avant de parler. C'est là que la plupart se trompent. Ils croient que le pouvoir réside dans le fait d'avoir le dernier mot, de répondre rapidement, de se montrer fort à travers un discours spirituel. Mais la vérité est que le véritable pouvoir ne s'exerce pas à la surface de ce qui est dit, mais à la racine de ce que tu gardes silencieux et choisis de ne pas faire. Maîtriser tes mots sans avoir maîtrisé tes impulsions, c'est comme peindre une façade pendant que la structure se fissure de l'intérieur. Le piège est subtil. Nous confondons autocontrôle avec répression et silence avec soumission, car on nous a appris à mesurer notre valeur dans la réaction visible, dans la réponse immédiate, dans la défense d'un ego qui craint la moindre fissure. Mais la réalité psychologique est autre. Celui qui maîtrise ses impulsions peut supporter le poids de son inconfort sans que cela ne le détruise, peut observer comment le sang bout et pourtant choisir le calme. Il n'y a pas de véritable magnétisme chez celui qui a besoin d'être entendu à tout prix, mais chez celui qui n'a pas peur de perdre en protagonisme, chez celui qui se permet le luxe de laisser passer, de ne pas intervenir, de ne pas justifier chaque mouvement. Car l'impulsion te rend prévisible et par conséquent faible. L'autocontrôle, en revanche, multiplie ta présence car il révèle que tu n'as besoin de rien ni de personne. Être maître de soi exige un type d'honnêteté brutale. Reconnaître combien de fois tu as parlé juste pour ne pas te sentir ignoré. Combien de fois tu as donné ton avis juste pour ne pas paraître faible? Combien de fois tu as réagi par peur que le calme soit interprété comme de la lâcheté? C'est cette fracture qu'il faut regarder en face. L'esprit réagit, cherche la sécurité dans les vieux raccourcis de l'habitude. Mais le caractère se façonne lorsque tu décides que tout stimulus ne mérite pas de réponse. Tu n'es pas tes impulsions. Tu es ce que tu choisis d'en faire.
L'autocontrôle est le muscle le moins entraîné et pourtant le plus nécessaire dans un monde qui glorifie le bruit et méprise la pause. Se taire n'est pas se rendre. C'est s'élever au-dessus de l'instinct et décider où il vaut vraiment la peine d'investir ton énergie. Au début, résister à l'urgence de parler ou de réagir peut sembler un sacrifice insupportable. Il y a une sorte de vertige dans l'attente, dans le maintien du regard, lorsque tout en toi exige de se lancer dans la défense ou la démonstration. Mais là, dans cette microseconde de retenue, commence le véritable domaine. N'importe qui peut se laisser emporter par une impulsion. Très peu sont capables de la domestiquer, de l'observer sans céder, de la laisser passer sans perdre l'équilibre intérieur. Si tu dois choisir entre être entendu et être cohérent, choisis toujours la cohérence. L'applaudissement des autres dure quelques secondes. La paix d'avoir fait ce qui est juste beaucoup plus longtemps. N'oublie jamais cette ligne. Celui qui maîtrise ses mots est admiré, mais celui qui maîtrise ses impulsions est inébranlable. La prochaine fois que tu ressentiras l'impulsion d'intervenir, de te justifier, de chercher à être remarqué, demande-toi si cette urgence naît de ta force ou de ton insécurité. Le silence est inconfortable seulement pour celui qui dépend de l'acceptation des autres. Tu n'as pas besoin de remplir le vide avec des mots. Le soutenir, l'habiter et décider depuis là te différencie des autres. Te maîtriser est le seul moyen d'être vraiment libre. Ta valeur ne se mesure pas à ce que tu dis, mais à ce que tu es capable de garder silencieux. Fais du silence ta plus grande présence. Dans la salle d'attente d'un bureau, les regards se croisent, de légers gestes d'inconfort, des doigts qui tambourinent sur la coudoir d'une chaise, des respirations contenues. Certains vérifient compulsivement leur téléphone, d'autres se recoiffent encore et encore ou tapotent nerveusement du pied sous la table. L'atmosphère est chargée d'une tension subtile. Chaque personne semble piégée dans l'urgence d'être vue, d'occuper un espace, de marquer sa présence, même si c'est avec un soupir plus fort que nécessaire. Cependant, il y a toujours quelqu'un de différent. Cette personne qui ne se bat pas pour l'air ni pour l'attention, qui reste silencieuse, les yeux sereins, le dos droit, sans chercher refuge dans l'écran, ni dans les mouvements automatiques de ceux qui craignent de passer inaperçus. Son immobilité est si frappante qu'elle se fait sentir même avant qu'elle ne prononce un mot. Sa présence pèse plus que n'importe quelle conversation superficielle qui se croise dans la salle. Le silence authentique n'est pas l'absence de mots, mais une façon d'habiter le moment avec une telle conviction et clarté que tout ce qui est superflu devient irrélevant. Cette calme, qui n'a pas besoin d'être expliquée, qui ne dépend pas de gestes grandiloquents ni de rires forcés, génère une attraction difficile à ignorer. Celui qui est capable de se maintenir dans ce silence transmet quelque chose d'inhabituel. Maîtrise de soi, confiance dans l'essentiel, détachement de la nécessité d'impressionner. C'est une sensation que l'on peut percevoir dans de minuscules détails, dans le calme de la respiration, dans la manière de regarder sans anxiété, dans la posture ferme mais détendue. Pendant que les autres s'épuisent à chercher l'approbation, celui qui a appris à être silencieux devient un aimant naturel, quelqu'un dont la simple présence désarme les mécanismes habituels de concurrence et de comparaison. Fais du silence ta plus grande présence. La véritable autorité ne crie pas, ne s'impose pas de l'extérieur. Elle émerge d'une cohérence interne qui se cultive loin du tumulte. Il y a une différence abyssale entre celui qui se tait par peur et celui qui choisit de se taire par décision personnelle. Le premier se cache, le second s'affirme. Seul celui qui a entraîné son esprit à ne pas réagir à chaque stimulus parvient à observer de l'extérieur le défilé d'émotions et d'opinions qui agitent les autres. La sérénité est un résultat direct de cet entraînement. C'est le produit de nombreux petits renoncements à la nécessité d'avoir raison, d'être remarqué, de remplir chaque vide avec des mots inutiles. Se taire, dans ce contexte, n'est pas de la résignation mais du pouvoir. Ce n'est pas de la soumission, mais de la liberté. Dans un monde qui récompense l'immédiat et punit la pause, maintenir le silence est un acte de rébellion consciente.
Celui qui ne se précipite pas à donner son avis devient imprévisible, et de cette imprévisibilité naît le respect véritable. Il ne s'agit pas de chercher du mysticisme dans le mutisme, mais de comprendre que toute réaction automatique est une cession de pouvoir. Celui qui maîtrise l'art de garder le silence, d'observer avant d'agir, de mesurer le moment et de décider si quelque chose mérite d'être dit, cultive une présence qui ne dépend ni du hasard ni de l'opinion des autres. Cela se remarque dans les petites choses, dans la façon dont tu écoutes sans interrompre, dans ta capacité à résister à l'impulsion de te justifier, dans la force de rester ferme lorsque les autres se dispersent dans la verbiage. Ne cherche pas à remplir chaque espace avec des mots. Apprends à porter le poids de ton propre silence. L'autocontrôle se cultive dans ces moments inconfortables où la tentation d'intervenir est presque insupportable. Seuls ceux qui ont traversé ce feu intérieur comprennent que le silence, bien soutenu, est une déclaration d'indépendance. Tu n'as pas besoin d'être le protagoniste pour être le référent. Le silence est une présence multipliée. Celui qui endure l'inconfort gagne en autorité. Ton plus grand pouvoir réside dans ce que tu choisis de ne pas dire. 3. Observe avant d'agir, décide avec calme. Il est épuisant de l'admettre, mais la plupart du temps, tu n'observes rien. Tu réagis simplement, tu répètes ce que ton esprit a appris à faire pour éviter l'inconfort et te sentir en sécurité. Tu diras que tu es réfléchi, que tu analyses avant d'agir, mais en réalité, tu prends tes sensations comme boussole et tu appelles intuition ce qui est en vérité de la peur, de l'anxiété ou une habitude déguisée en certitude. Tu es expert pour justifier des impulsions, pour défendre des décisions dont tu ne sais même pas d'où elles viennent, pour baptiser spontanéité ce qui n'est rien d'autre qu'une réponse automatique. Ce n'est pas de l'honnêteté, c'est de la paresse mentale. Ta phrase préférée est « c'est comme ça que je suis, je réagis vite, je ne peux pas m'en empêcher ». Oui, tu peux. Ce que tu ne veux pas, c'est faire face à l'inconfort d'attendre, de regarder en face ton propre désordre intérieur et de ne pas bouger jusqu'à ce que tu le comprennes. Car observer avant d'agir exige une brutalité envers soi-même, exige de démonter le mécanisme d'urgence que tu as cultivé depuis l'enfance. Tu préfères l'adrénaline du saut à l'inconfort de rester immobile, et c'est pourquoi tu te perds, parce que tu sautes sans voir, parce que tu décides dans l'affolement et non dans le calme. Il ne s'agit pas de devenir un spectateur passif, ni de te figer dans l'inaction, mais de comprendre qu'à chaque fois que tu agis sans observer, tu deviens une marionnette de tes impulsions les plus primitives. Tu as normalisé ce court-circuit entre stimulus et réponse comme si ta vie était une série de réflexes incontrôlables. Mais la vérité est que cette rapidité te coûte cher. Tu perds autorité, crédibilité et surtout énergie. L'autocontrôle se forge dans l'espace qui sépare la perception de la réaction. Cet espace existe, même si ton esprit essaie de l'effacer pour ne pas faire face à l'inconfort qui l'habite. Pourquoi as-tu si peur de regarder avant de sauter? Parce que dans cet intervalle, tu vois tes contradictions, tes peurs, l'insécurité que tu dissimules avec des mots rapides ou des actions impulsives. Personne ne te le dit en face, mais tout le monde le perçoit. La personne qui ne s'observe pas avant d'agir transmet de la fragilité, transmet de l'incohérence. Le calme, en revanche, impose le respect sans avoir besoin de mots. Il ne s'agit pas d'être froid ou distant. Il s'agit de filtrer tes impulsions avec un regard honnête et impitoyable. Observe ton premier désir d'intervenir, ton première impulsion de te défendre, de prouver quelque chose, et ne fais rien. Regarde simplement. Cette pause inconfortable est le filtre qui sépare la force authentique du bruit mental. Celui qui apprend à s'observer avant d'agir devient maître de son énergie, sait quand l'investir et quand la garder. Il ne se dépense pas à prouver. Il ne se trahit pas en cédant au premier mouvement interne. Ici, il n'y a pas de formule magique. Il s'agit d'entraîner, de supporter l'ardeur psychologique que produit le fait de voir tes propres réactions sans anesthésie ni justification.
La plupart ne supportent pas ce poids, et c'est pourquoi ils restent les mêmes, piégés dans une danse d'impulsion qui ne mène jamais à rien de solide. Décider avec calme n'est pas la même chose que de retarder ta vie ou de repousser des décisions importantes. C'est choisir depuis la clarté, non depuis le tremblement de l'urgence, ni le bruit de la pression extérieure. Si tu t'habitues à cet espace entre le stimulus et l'action, si tu deviens témoin et non esclave de ce que tu ressens, tu commences à gagner un type de présence que personne ne peut acheter ni feindre. Personne n'admire celui qui réagit à tout. Tout le monde respecte celui qui décide avec fermeté, celui qui ne se laisse pas manipuler par des émotions passagères. La différence réside dans l'origine de ton acte. Agis-tu parce que tu as choisi consciemment ou parce que tu n'as pas supporté l'inconfort d'attendre? Il n'y a pas d'excuse. La maîtrise s'entraîne chaque jour, dans chaque conversation, dans chaque petite provocation qui te demande de décider si tu répondras comme d'habitude ou si, pour une fois, tu oseras vraiment regarder avant d'agir. Le calme est un pouvoir accumulé. Ne l'oublie pas. Celui qui observe gagne. Celui qui décide avec calme devient inébranlable. Ne continue pas à donner ton énergie en échange d'une décharge momentanée. Commence à observer, même si cela fait mal. Décide depuis le calme, même si cela prend plus de temps. C'est la seule façon de devenir quelqu'un qui ne dépend pas de l'approbation des autres, mais de sa propre maîtrise intérieure. L'autocontrôle ne se prouve pas, il se ressent dans la manière dont tu choisis ton prochain mouvement. 4. Sois cohérent entre ce que tu penses et ce que tu fais. Rien ne te fragilise autant que l'incohérence entre ce que tu penses et ce que tu fais. Cette fracture, bien que beaucoup essaient de la dissimuler, est impossible à cacher. Elle se filtre dans tes gestes, dans la manière dont tu parles, dans le poids de tes décisions et dans la qualité de tes relations. Si tu t'habitues à penser une chose et à faire une autre, tu deviens ton pire ennemi. Au début, cela semble inoffensif. Tu tais une vérité par commodité. Tu fais le contraire de ce que tu crois juste pour éviter un conflit. Tu te trahis par de petites concessions quotidiennes que personne ne semble remarquer. Mais chaque incongruité s'accumule comme une dette intérieure. Tu perds le respect de toi-même et cette usure silencieuse finit par se refléter à l'extérieur. Personne ne fait pleinement confiance à celui qui ne s'appuie pas sur ses propres principes. La cohérence est la seule base solide pour construire une autorité réelle, une présence authentique et des relations durables. La cause principale de ce désajustement se trouve souvent dans la peur. Peur de décevoir, de perdre des opportunités, d'être jugé. Tu laisses la pression extérieure dicter tes actes, sacrifiant ton intégrité au nom de l'acceptation. Le problème, c'est qu'une fois que tu cèdes, la fois suivante est plus facile. L'esprit apprend le raccourci et en fait une habitude. Tu réagis sans réfléchir, tu justifies l'injustifiable et, quand tu t'en rends compte, tu es une version diluée de toi-même. L'incohérence ne te prive pas seulement de ton magnétisme. Elle mine ton énergie mentale, te vole ta clarté et te rend otage de tes propres contradictions. Tu ne peux pas avoir la paix si tu vis divisé à l'intérieur. La force que tu admires tant chez les autres ne naît pas de la perfection, mais de la capacité à s'aligner avec ce qu'ils considèrent essentiel, même si cela est inconfortable ou implique de perdre quelque chose à court terme. Être cohérent ne signifie pas être inflexible ou rigide, mais avoir le courage de défendre tes principes même quand personne ne regarde. Il est facile de prêcher des convictions en public. Ce qui est difficile, c'est de les défendre quand il te convient de les trahir. La congruence s'entraîne dans chaque décision quotidienne. Dire non, même si tu crains de déplaire, reconnaître une erreur sans la déguiser, agir selon tes valeurs, même si l'environnement te pousse dans une autre direction. Ce n'est pas une question de moralité superficielle, mais de stratégie de vie. Chaque fois que tu choisis d'être cohérent, tu renforces ton identité, tu augmentes ton respect de soi et tu deviens une personne prévisible pour ce qui est important et mystérieuse pour ce qui est superflu. Souviens-toi de cette phrase. La cohérence, bien qu'elle dérange, te rend indestructible à l'intérieur. Les conséquences de vivre sans cohérence sont évidentes.
Anxiété, fatigue, manque de direction et relations basées sur la commodité plutôt que sur le respect. Au contraire, quand il existe une correspondance réelle entre ce que tu penses, dis et fais, tout s'imbrique. Tes mots pèsent plus, ta présence inspire confiance et ton énergie se multiplie parce que tu ne la dépenses pas à soutenir des personnages. La cohérence est invisible pour l'œil pressé, mais impossible à ignorer pour celui qui sait regarder. L'admiration sincère surgit lorsque les autres perçoivent que tu es maître de tes choix, non esclave des circonstances. Il n'y a rien de plus magnétique que de voir quelqu'un agir par conviction, non par réflexe. Décider avec cohérence exige de renoncer au confort des raccourcis. C'est un pari à long terme. Tu perds des applaudissements immédiats, mais tu gagnes en crédibilité et en paix. Il n'y a rien de plus coûteux que de se trahir pour plaire. Chaque fois que tu choisis entre la commodité et l'intégrité, souviens-toi que ce que tu choisis définit le type de personne que tu deviens. Fais de la cohérence ton filtre. L'authenticité ne se proclame pas, elle se démontre. Le respect de soi est la base de tout véritable magnétisme. Si tu veux de l'autorité, commence par être le premier à avoir confiance en toi. Ne cherche pas à être compris à tout prix. Sois fidèle à ce que tu penses et agis en conséquence. La cohérence n'est pas négociable si tu veux un véritable pouvoir et un respect durable. 5. Libère-toi du besoin d'approbation. Personne ne devient libre tant qu'il attend la reconnaissance. Le désir d'approbation est une chaîne que tu traînes même lorsque tu crois avancer, une dépendance si dissimulée que tu la confonds avec le besoin d'appartenance, avec la cordialité, avec être une bonne personne. Mais la vérité est plus inconfortable. Ce que tu cherches à l'extérieur révèle ce qui te manque à l'intérieur. Chaque fois que tu adaptes tes mots pour t'intégrer, que tu modifies ta posture pour être accepté, que tu réprimes une opinion par peur d'être jugé, tu négocies ton authenticité contre une paix momentanée. Tu te convaincs que c'est normal, que toute relation nécessite un certain degré d'adaptation, mais derrière chaque concession inutile se cache une renonciation à l'essentiel de toi-même. Ce n'est pas de la gentillesse, c'est de la peur déguisée en diplomatie. Observe-toi avec honnêteté. Combien de tes actions sont conçues pour éviter le rejet? Il y a une anxiété silencieuse qui te pousse à chercher des signes d'approbation dans les gestes, dans les regards, dans les commentaires des autres. Ton esprit interprète chaque silence comme une menace, chaque critique comme une sentence, chaque indifférence comme un échec personnel. Tu vis en fonction des réactions extérieures et dans ce processus, tu perds le nord. Ce n'est pas que tu ne sais pas qui tu es, c'est que tu crains de ne pas plaire si tu te montres sans filtre. Tu as appris à mesurer ta valeur en fonction de la réponse des autres, et cette habitude est devenue une prison invisible. La paradoxe est brutale. Plus tu cherches à être accepté, plus tu t'éloignes de toi-même. Le besoin d'approbation est le filtre déformant qui transforme ton caractère en une caricature de ce que tu pourrais être. Te libérer de ce mécanisme exige un regard implacable sur tes propres insécurités. Il ne suffit pas de comprendre intellectuellement que la validation externe est fragile. Tu dois confronter la peur de te retrouver seul, le vide qui apparaît lorsqu'il n'y a ni témoin ni applaudissement. C'est là que se dévoile la racine de ta dépendance. Le désir d'être approuvé est le résultat d'années à éviter la douleur de ne pas être suffisant, de ne pas se démarquer, de passer inaperçu. Ce n'est pas de ta faute de l'avoir appris, mais c'est ta responsabilité de cesser de le cultiver. Si tu ne romps pas ce cycle, tu te condamnes à exister en fonction des attentes des autres. Souviens-toi de ceci. Vivre pour plaire est la manière la plus efficace de te trahir. L'entraînement pour se libérer commence petit. Dire ce que tu penses, même si cela dérange, maintenir une décision, même si tu perds des sympathies, garder ta posture, même si tu fais face à des regards de désapprobation. Tu souffriras du vertige de la désapprobation, tu ressentiras le poids de l'isolement psychologique, mais c'est là que se forge la présence réelle. Personne n'admire celui qui cherche à plaire. Tout le monde se souvient de celui qui se tient sans trembler. Ta voix intérieure est la seule référence fiable.
L'approbation que tu cherches à l'extérieur est un mirage. Plus tu la poursuis, plus tu en as besoin. Lorsque tu choisis l'authenticité, lorsque tu prends le risque d'être fidèle à ton jugement même si tu n'es pas compris, tu découvres une liberté qui ne dépend ni des circonstances, ni de l'humeur des autres, ni des tendances du moment. Ne confonds pas adaptabilité avec servilité. Tu n'as pas besoin d'être bien vu pour avoir de la valeur. L'autorité personnelle se construit en renonçant à l'addiction de plaire. La force intérieure se construit en supportant l'inconfort d'être mal compris, la tension de ne pas s'intégrer. Le respect véritable naît lorsque tu laisses clairement entendre que tu ne vas pas négocier l'essentiel, même si cela implique de perdre des opportunités superficielles. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la dignité. La liberté commence lorsque tu cesses de demander la permission. C'est une phrase à retenir lorsque l'insécurité te tente de te déguiser en ce que tu n'es pas. La libération de l'approbation des autres ne se produit pas d'un coup. Mais chaque fois que tu choisis l'authenticité plutôt que l'acceptation, tu gagnes un peu plus de poids intérieur. Il ne s'agit pas de vivre en confrontation ni de mépriser les autres, mais de prioriser la loyauté envers ton propre jugement au-dessus de tout applaudissement temporaire. L'admiration véritable arrive lorsque tu es inébranlable face aux fluctuations des opinions extérieures. L'essentiel est simple, tu préfères le respect de soi à l'approbation collective. C'est la seule façon de devenir réellement magnétique, car ce que tu es ne dépend pas de ce que les autres veulent voir, mais de ce que tu choisis de soutenir. 6. Choisis l'essentiel, écarte le superflu. Un certain matin, à la table d'un café quelconque, tout semble être disposé pour que la distraction prenne le contrôle. Des tasses à moitié pleines, des notifications qui vibrent sans relâche, des conversations croisées et le bourdonnement constant de nouvelles que personne n'a demandé. La scène est saturée de stimuli superposés, comme si chaque objet et chaque son rivalisaient pour attirer ton attention, te volant de petits fragments d'énergie à chaque seconde qui passe. Tu regardes autour de toi et vois des visages fatigués, des yeux qui sautent d'un écran à l'autre, des mains agitées qui ne lâchent pas le téléphone, même lorsque le café arrive. L'air est chargé d'une anxiété invisible, celle-là même qui te pousse à vérifier, à répondre, à ne rien manquer de ce qui se passe à l'extérieur, même si à l'intérieur, tu es en train de te vider. Dans cette atmosphère, l'essentiel se perd, se dilue dans une succession interminable de détails qui ne signifient rien. L'épuisement n'est pas physique, il est mental et émotionnel. Chaque décision en attente, chaque message sans importance, chaque tentative de plaire te dépouille de ta clarté, jusqu'à ce que tu deviennes une version dispersée de toi-même, piégée dans le accessoire. Cette surcharge n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'un esprit qui n'a pas appris à filtrer. Ne pas savoir choisir l'essentiel et écarter le superflu est la plus grande fuite d'énergie du caractère. Chaque fois que tu dis oui à une distraction, à une conversation vide, à une tâche qui ne t'apporte rien, tu dis en réalité non à ce qui devrait te définir. Ainsi, la volonté s'affaiblit. Tu cèdes un peu ici, un peu là. Et quand tu t'en rends compte, tu es esclave d'engagements mineurs qui t'empêchent d'avancer vers ce qui compte vraiment. C'est comme remplir un sac à dos de pierres d'autrui et ensuite se plaindre du poids. Celui qui ne sélectionne pas se noie dans le trivial. Et le monde moderne est expert pour t'envahir de trivialités, en les déguisant en urgentes, importantes, indispensables. Le piège est sophistiqué. Tu t'habitues à vivre de manière réactive, à distribuer ton attention comme une aumône, à confondre activité et signification. Tu perds le contrôle non pas parce que l'environnement est trop chaotique, mais parce que tu n'as pas eu le courage de prioriser. Le stoïcisme exige de toi une rigueur différente. Regardez chaque stimulus, chaque demande, chaque désir avec une question directe. Est-ce que cela ajoute ou enlève ? Et avoir la discipline de te débarrasser, sans culpabilité, de ce qui ne contribue pas à ton essence. C'est inconfortable au début, car cela implique de décevoir des attentes, de lâcher la tentation de te sentir indispensable et de supporter la peur de ne pas être partout.
Mais la différence entre ceux qui avancent et ceux qui tournent en rond réside dans cette sélection quotidienne. Celui qui choisit l'essentiel investit son énergie comme une ressource sacrée. Celui qui la gaspille dans le superflu finit épuisé et vide, même si son agenda semble plein. Le véritable pouvoir réside dans la capacité de dire non, de laisser passer, de maintenir l'espace vide jusqu'à ce que tu l'occupes avec quelque chose qui ait du sens. C'est la forme la plus concrète de respect de soi. Regarder quelqu'un qui a appris à écarter l'accessoire, c'est réaliser ce que signifie la présence. Il ne se déplace pas sous pression, ne répond pas à tout, ne justifie pas chaque absence. Ses gestes sont précis, ses mots peu nombreux. Son attention est un cadeau rare. Tu peux sentir le poids de sa clarté dans la manière dont il regarde ou dans la façon dont il maintient une pause sans anxiété. Cette personne transmet quelque chose qu'on ne peut pas feindre. Elle sait ce qu'elle veut protéger et ne se laisse pas égarer par ce qui n'a pas d'importance. Être sélectif n'est pas de l'arrogance, c'est de l'intelligence émotionnelle et un rigorisme existentiel. La vie ne récompense pas celui qui se disperse, mais celui qui choisit avec fermeté. L'essentiel te soutient, le superflu te fragilise. Que cette phrase te poursuive chaque fois que tu doutes entre t'impliquer ou te retirer. Ne te méprends pas. Choisir l'essentiel n'est pas une posture esthétique ni un caprice philosophique. C'est une question de survie mentale dans un environnement qui veut te voir dispersé. Chaque fois que tu élimines une distraction, que tu cesses de te justifier, que tu priorises ton énergie pour ce qui compte vraiment, tu récupères un morceau de ta liberté. Tu n'as pas besoin de le faire parfaitement. Tu as besoin de commencer à filtrer, à défendre ton espace intérieur, comme la ressource la plus précieuse que tu possèdes. La force de ta présence ne dépend pas de combien de choses tu embrasses, mais de combien tu es capable d'écarter. Choisis l'essentiel, même si cela fait mal. Écarte le superflu, même si on t'accuse d'être froid. La clarté est plus puissante que n'importe quel charisme forcé. Celui qui protège l'essentiel n'a pas besoin d'ornement. Sa vie parle d'elle-même. 7. Cultiver la fermeté sans chercher la confrontation. Lors d'une réunion de travail, dès qu'une personne propose une idée controversée, l'atmosphère se tend. Les visages se durcissent, les mains se ferment sur la table, les yeux cherchent des alliés. Certains se précipitent pour interrompre, pour contredire, pour faire savoir qu'ils ne comptent pas céder. D'autres, plus silencieux mais tout aussi rigides, croisent les bras et lancent des regards de désapprobation. Le groupe se divise entre ceux qui veulent avoir raison et ceux qui cherchent simplement à ne pas rester en arrière. Au milieu de cette lutte invisible, la discussion devient un concours d'ego, un défilé d'arguments chargés plus de fierté que de substance. Le résultat est toujours le même, épuisement, ressentiment et ce sentiment amer d'avoir perdu plus que ce que l'on gagne, même si vous gagnez la discussion. Vous vous vendez le mensonge que défendre votre position bec et ongle est un signe de force, alors qu'en réalité, c'est la peur de paraître faible, que votre valeur dépende de céder 1 millimètre face aux autres. Vous ne l'acceptez pas parce que c'est inconfortable, mais le besoin de confronter chaque provocation n'est qu'une autre forme d'insécurité. Vous avez confondu fermeté avec dureté, et, pire encore, vous croyez que vous n'êtes respecté que si vous marquez votre territoire chaque fois qu'une différence surgit. Ce n'est pas du caractère, c'est une réaction infantile. Ce qui vous manque, c'est le courage d'être ferme, sans avoir besoin de heurter. Parce que la véritable fermeté n'a pas besoin de cris, ni de gestes imposants, ni de cet air défiant que vous adoptez lorsque vous voulez faire comprendre que personne ne vous marchera dessus. La véritable fermeté se maintient dans le silence et la cohérence. Vous ne vous laissez pas entraîner, vous ne vous diluez pas dans l'approbation des autres, mais vous ne perdez pas non plus de temps ou d'énergie dans des combats inutiles. Celui qui se sent obligé de confronter tout ce qui le dérange est au fond un otage de sa propre fierté. Pensez, combien de fois avez-vous terminé une discussion avec la bouche sèche, le pouls accéléré et le vide de savoir que vous n'avez rien gagné?
Vous défendre à chaque instant vous épuise et vous affaiblit, car votre énergie se disperse dans des guerres sans sens. La véritable fermeté est inconfortable, car elle exige de renoncer à cette satisfaction immédiate d'avoir raison et de choisir la discipline de maintenir votre position sans chercher la bagarre. Ce n'est pas de la soumission, c'est une stratégie. Celui qui sait ce qu'il vaut n'a pas besoin de le prouver à chaque échange de mots. La personne ferme fait clairement connaître sa limite de manière sereine et, lorsque c'est nécessaire, se retire sans scandale, sans dramatiser. C'est la différence entre avoir du caractère et simplement en faire semblant. Certains croient que le respect est une question de volume, de s'imposer, de ne jamais céder. Faux. Le véritable respect se construit à partir de la prévisibilité. Vous êtes quelqu'un avec des limites claires, mais vous n'êtes pas une menace gratuite. Votre énergie n'est pas à vendre pour n'importe quelle provocation. Se retirer n'est pas céder, c'est prioriser votre paix. C'est une phrase que vous devez vous tatouer mentalement chaque fois que l'orgueil vous tente d'entrer dans une bataille inutile. Accepter que vous n'avez pas à gagner toutes les discussions est une preuve de contrôle brutal sur votre ego. Celui qui maîtrise ses émotions peut soutenir le regard de l'autre, écouter le désaccord et décider s'il vaut la peine de répondre ou si la meilleure victoire est de partir intact. Ne cherchez pas la confrontation comme si c'était un test de force. La fermeté sans confrontation est pouvoir. Celui qui ne tombe pas dans le piège de la réaction automatique projette quelque chose de rare, une autorité silencieuse. Vous êtes respecté parce que vous choisissez vos batailles, parce que vous ne vous épuisez pas dans l'accessoire et parce que votre valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. Vous n'êtes pas une statue froide, ni un mur immuable. Vous êtes quelqu'un qui a entraîné la discipline de mettre son énergie là où cela compte vraiment. Personne ne se souvient de celui qui crie le plus fort. Tout le monde admire celui qui sait quand parler, quand se maintenir et quand se retirer. Ne vous trompez pas, le désir de confronter tout est une faiblesse déguisée en force. La prochaine fois que vous ressentirez cette impulsion, rappelez-vous que la fermeté n'a pas besoin de témoins ni d'applaudissements. Elle se manifeste dans votre capacité à rester présent sans céder, sans attaquer et sans vous justifier. La véritable force est de choisir le silence lorsque l'ego cherche du bruit. C'est la base de la véritable autorité. Le reste n'est que du théâtre bon marché. 8. Ta valeur ne dépend pas d'être vue. L'admettre est difficile, mais c'est la vérité. Une grande partie de ce que tu fais, penses et même désires est contaminée par le besoin d'être vu. Ce n'est pas seulement une question d'ego superficiel, c'est une structure psychologique profonde qui te traverse et conditionne presque chaque mouvement. Cela fonctionne comme un détecteur interne d'approbation, toujours en alerte, scannant l'environnement à la recherche de signaux de reconnaissance, attendant une validation qui confirme que tu existes, que tu comptes, que ta présence importe. C'est inconfortable de l'accepter car cela déconstruit l'image d'indépendance que tu aimes maintenir. Cependant, même dans les gestes les plus quotidiens, la façon dont tu choisis tes mots, la manière dont tu t'habilles, le type d'opinion que tu te permets de partager, cette anxiété silencieuse de laisser une empreinte, d'assurer que tu ne passes pas inaperçu, s'infiltre. Ce mécanisme est si subtil que tu finis par le confondre avec l'ambition, avec la sociabilité, avec sortir de ta zone de confort, alors qu'en réalité, c'est une dépendance qui mine ta force de l'intérieur. Analyser la racine de ce besoin révèle un schéma simple. Tant que ta valeur dépend de si tu es vu, ton état mental sera à la merci de facteurs que tu ne peux pas contrôler. L'esprit, entraîné depuis l'enfance à rechercher des signaux externes d'approbation, finit par associer la visibilité à la survie émotionnelle. Le problème est que cette habitude te laisse vulnérable, car chaque fois que tu ne reçois pas l'attention attendue, tu sens que ta valeur personnelle diminue. C'est comme lier ton estime de soi à une bourse volatile, où chaque fluctuation extérieure t'affecte. Tu finis par surdimensionner l'importance de chaque regard, de chaque commentaire, de chaque geste de reconnaissance. Et tu deviens accro à des stimuli qui, au fond, ne te nourrissent pas.
Le désir d'être vu se transforme en une fuite constante d'énergie. Tu investis du temps, de l'attention et même ton authenticité pour maintenir une présence qui plaise ou impressionne, même si le prix est ta paix mentale. La conséquence directe est une forme d'épuisement très concrète. Tu commences à calibrer tes actions en fonction de l'effet attendu sur les autres, non selon ce que tu considères comme juste ou nécessaire. Ce calcul perpétuel transforme tes décisions en réponses réactives, non en choix libres. Ainsi, la peur de passer inaperçu te pousse à surjouer, à combler des silences inconfortables, à exagérer des réussites ou à feindre des certitudes que tu n'as pas. Ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que ce type d'exposition fatigue, épuise et surtout vide. Chaque geste orienté vers le fait d'être vu affaiblit ta présence réelle, car il te déconnecte de ton propre jugement et te rend otage du regard des autres. La stratégie stoïque est claire, dissocier la valeur personnelle de la visibilité. Comprendre que la force du caractère ne dépend pas de qui t'observe, mais de la qualité de tes décisions quand personne ne regarde. Le respect durable ne découle pas de l'effort pour impressionner, mais de la cohérence silencieuse que tu maintiens en privé. Ici, la clé est d'entraîner l'esprit à trouver satisfaction dans le processus lui-même, non dans les réponses externes. Lorsque tu t'habitues à agir par conviction et non par attente, tu récupères l'énergie qui s'échappait auparavant dans la quête d'approbation. Cette énergie, accumulée jour après jour, se transforme en présence authentique. Tu n'as pas besoin d'être vu pour avoir de la valeur. Ta simple manière d'être et de décider transmet déjà de l'autorité. Ce détachement n'est pas de l'insensibilité ni de l'isolement. C'est un filtre conscient qui te protège de la manipulation sociale et de l'épuisement psychologique que cela implique de vivre en fonction de l'opinion des autres. Le véritable magnétisme est une conséquence, non un objectif. Moins tu dépends d'être remarqué, plus tes actions ont du poids. Il ne s'agit pas de devenir invisible, mais de cesser d'hypothéquer ton identité en échange d'attention. Le respect de soi vaut plus que 1000 regards extérieurs. C'est une phrase à ancrer chaque fois que l'insécurité te pousse à rechercher le devant de la scène. La véritable valeur est interne et n'a pas besoin de témoins. L'essentiel se construit dans la solitude et se maintient en public sans demander la permission. Apprendre à se passer du besoin d'être vu est le premier pas pour que, lorsque tu décides d'apparaître, ta présence ait un impact impossible à ignorer. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.